Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Bientôt, ce sera la Journée internationale de la femme et dans ce sens, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous une série de webinaires qui se concentrera sur la bilharziose génitale féminine. A very warm welcome to all our Anglophone colleagues joining in today. We're delighted to welcome you, and in the run-up of next week's International Women's Day 2022, it's our absolute pleasure to welcome you to this webinar series, looking at delivering on women's health and focusing on female genital schistosomiasis. We're going to be talking about programs in place and successes, but also urgency and practicalities of integrating this into a healthcare program centered around women's health. So we are really delighted to host this webinar today in collaboration with the SCI Foundation, the Global Schistosomiasis Alliance, the GSA, and the International Society for Neglected Tropical Diseases. It's also our great pleasure to hopefully bring this to you in 2 languages. We have a 2-part series, and today we're going to be focusing specifically at a program integrating the prevention of female genital schistosomiasis into women's healthcare services in Côte d'Ivoire. And to take a closer look at the experience of Côte d'Ivoire, it's my absolute pleasure to welcome our speakers today. So first, we'll be hearing from Ashley Preston. Hello, Ashley. Hi, everyone. Hi, nice to have you here. Ashley, you are Associate Program Advisor at the SCI Foundation based here in the UK. We're also really pleased to welcome Dr. Alain Kouama. Dr. Alain Kouama is a doctor and also the Schistosomiasis Coordinator of the National Entity Program at the Ministry of Health in Côte d'Ivoire. And Dr. Kouama was also the project coordinator of this pilot study of integrating FGS prevention into women's health. Dr. Kouama, je vous accueille très chaleureusement à ce webinaire aujourd'hui. Merci de vous joindre à nous. Merci Marianne, bonjour à tous. Docteur Kouama, vous êtes médecin, vous êtes également chargé d'études et chargé de la chimiothérapie préventive au programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées au ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Donc, bienvenue à vous, merci d'être là. Merci bien. Et we are also hoping that joining us, we're trying to establish a connection. We hope after we've heard all about the program from Ashley and Dr. Kouama, we hopefully will be able to have some further insights from the healthcare workers in the Soubré district of Côte d'Ivoire. So hopefully we'll hear from Mr. Timite, nurse at the Soubré district Côte d'Ivoire, and also Dr. Kane, head at the same healthcare center, if they are able to make a few minutes to join us. Also on screen, so we have Alice, our interpreter, and Anouk Uvras from the GSA, who will be posting a lot of very useful links. So if you haven't done so already, please don't forget to hop in on the chat, say hello to everyone, tell us where you're tuning in from, and all importantly, ask some questions and comments, share your own experiences as we progress through the webinar. So without any further delay, I do bring this very warm welcome to a close. Before I'm going to hand over to Ashley to present the program, just wanted to remind everyone that this series of webinar will be dedicated to Dr. Mwele Malecela, very sadly passed away very untimely recently. It felt like a very natural fit to dedicate these events and these efforts and discussions around International Women's Day, around women's health in neglected areas, to Dr. Malecela, who was a champion of women, equitable healthcare, whether it be for affected persons, affected communities, but also the healthcare workers and researchers, and herself was a really incredible woman. So on that note, we'll hear from Ashley, who is going to present
little bit more to us about the program in Côte d'Ivoire. Thank you and a very warm welcome. Thank you, Marianne. So I'm Ashley Preston from the SCI Foundation, and I'm going to start with a presentation on the context of the project. Today we're going to be presenting around the pilot study that was conducted in Côte d'Ivoire to integrate preventive services for female genital schistosomiasis into routine women's healthcare services for HIV/AIDS and reproductive health. So I'm going to be starting with an introduction to the context of the study, and then I'll pass over to Dr. Kwama to go through the results. And so for those of you who don't know what female genital schistosomiasis is, it's a gynecological condition caused by parasite Schistosoma hematobium, and it's estimated to affect approximately 56 million women and girls across Africa, and can include symptoms such as pelvic pain or or bleeding after intercourse or genital itching. And then if left without any intervention, it can lead to complications such as genital ulcers or lesions, abortion or ectopic pregnancy, and even lead to infertility. And then because of the impacts that it does have on the female genital system, it can also lead to it up to a 3 to 4 times greater risk of HIV infection and a greater risk of human papillomavirus infection, which can lead to cervical cancer. And because of the way the symptoms present, it's quite similar to other sexually transmitted infections. This can actually lead to a lot of stigma for the women suffering from FGS, as well as the taboos around, potentially around infertility. And this condition's really, despite all of that, it remains really unknown at all levels, from the community up to the government. So, but for the health workers, that's a major issue if it's not included in training and training textbooks, because that can lead to misdiagnosis and inappropriate treatments for women. So what can we do? Well, there is praziquantel available, which can be used to treat schistosomiasis and prevent the morbidity around that. So that can also then prevent the development of the female genital schistosomiasis symptoms. But for women who have already developed genital lesions, treatment with praziquantel, although it will prevent further lesions developing, it might not fully alleviate the existing lesions and symptoms. So there is need to develop effective treatment regimens. And then in terms of diagnosis, there's the most effective method is vaginal examination with the colposcopes. But that's an issue for low resource settings where resources might not be available or the training might not be in place. So then there needs to be other solutions, for example, preemptive treatment with symptomatic algorithms. And this study that we conducted was set in the backdrop of the growing momentum around integration of FGS services with other HIV/AIDS or reproductive health services, as well as the increasing support for the benefits of regular deworming amongst adolescent girls and young women, for example, with the recent policy brief released by the World Health Organization. But there still remains research gaps. For example, there's the need to determine optimal delivery platforms to treat women at risk regularly and to effectively reach them. And the reason we picked Côte d'Ivoire was that in some locations in the country, there is still a high risk for schistosoma hematobium infections. And then women are also disproportionately affected by HIV with much higher rates of new infections amongst women compared to men. So the aim of the study was to optimize the integration of preventive treatment for FGS into the national health system to provide a sustainable health service that could reach women at risk in a holistic manner.
And the study objectives were firstly to determine the processes and resources which needed to be in place to facilitate sustainable integration, and then to measure if that integration actually reached the women who are at risk. And then thirdly, to evaluate if the training and resources were effective at enhancing the awareness of FGS amongst health workers. And then if those trained health workers could then enhance the awareness of FGS amongst women at risk. So the study was located in one district within Côte d'Ivoire, Subre district, and 7 health centres were selected within this district. And there were 2 study populations. Firstly, all of the women between 15 to 29 years who attended the health centres for routine HIV/AIDS or reproductive health services. And then secondly, all of the health workers who provided first point of contact consultation at each of the selected health centres. And the way that integration worked in these health centres was that when a woman would attend for routine consultations for HIV/AIDS or reproductive health, after the consultation, the health worker would also provide the key information around FGS and how to prevent it, as well as offer praziquantel. And this was regardless of diagnosis, because the key focus of the study was to improve prevention of FGS. So prior to implementation, the health workers and community health workers were trained. And the health workers were trained over 2 days. So the first day was actually a feedback session where they reviewed the strategy and all the tools and provided input on those. So then there was time taken to update based on that. And then the second day was the training with those updated resources. So in the end, we trained in total 56 health workers, including doctors, midwives, and nurses, and 30 community health workers. And this photo you can just see is a simulation of the FGS consultation that was taking place as part of the training process for health workers. So finally, the timeline. We started in August 2020 with the development of the strategy and the resources required. And this was a really collaborative process with the Ministry of Health and the key stakeholders, for example, health workers, to be able to finalise the strategy and resources necessary prior to integration. And then the integration started at the end of November and ran for 6 months until April, alongside supervisory visits to the health centres. And then we also trained the community health workers to support with the sensitisation of women in the community and to act as the key link between the community and the health centres. Then alongside this, we used a mixed methods approach for monitoring and evaluation. So that included interviews and focus group discussions with patients, health workers, community health workers, and decision makers. And then we also conducted surveys with health workers and surveys with patients at baseline and then at 2 points throughout the period of integration. And that allowed for an ongoing process of improvement of the resources and strategy throughout the study. So now I'm going to pass over to Dr. Kwama to go through the results. Thank you. Ok, bonjour à tous, je suis Dr Kwame Alain Claver de la Côte d'Ivoire. Je suis chargé de projet pour l'étude pilote de la bilharzose génitale féminine en Côte d'Ivoire. Donc, je vais me charger ici de vous présenter les résultats de cette étude pilote. Alors, donc, ces résultats vont être présentés en fonction des objectifs. Il y en a 4. Et le premier objectif de cette étude pilote, il était de déterminer les processus et les outils qui devaient être mis en place pour faciliter l'intégration durable du traitement de la BGF dans le système de santé au-delà du traitement de masse. Alors donc ici, pour cet objectif-là, il était présenté sous la forme de processus qui ont été suivis par les agents de santé au niveau des centres de santé et ensuite par les agents de santé communautaires dans la communauté. Alors, au niveau des centres de santé, ici,
c'était d'abord comme intention de suivre les différentes étapes clés au cours de la consultation de routine chez la femme cible, c'est-à-dire les femmes de 15 à 29 ans. Et pour cela, on a constaté qu'il y a eu des adaptations qui ont été faites pour réduire la charge de travail au niveau des agents de santé. Et il était question ici de partager les tâches entre agents de santé de même niveau, c'est-à-dire infirmiers et sages-femmes ensemble. Les agents de santé de niveau supérieur aussi pouvaient partager les tâches à des agents de santé de niveau inférieur. C'était lié à la hiérarchie du travail et c'était d'offrir des services de BGF aux femmes cibles. Il était question de cela. Aussi, il y a eu des adaptations pour atteindre le plus de femmes à risque. Donc, dans tous les centres de santé, les agents de santé avaient décidé de mener des stratégies avancées, c'est-à-dire d'aller à des niveaux où la population ne pouvait pas trop avoir accès aux soins pour leur offrir les services de BGF et ça se fait dans la communauté. Alors, donc ici, toujours concernant les 3 étapes clés au niveau des centres de santé, la première étape était d'abord de diffuser l'information, c'est-à-dire partager les informations, la sensibilisation sur la BGF au cours de la consultation de routine. Et donc, ça a été fait au cours des discussions de groupe par les agents de santé qui avaient mené ces activités-là. Et on a dû observer ici des facilitateurs comme des barrières. Au niveau des facilitateurs, on avait trois niveaux de facilitateurs qui avaient été retenus, c'est-à-dire la collaboration entre les groupes villageois et les ASC. Il y avait aussi des brochures des patientes qui étaient offertes au cours des consultations et qui permettaient de partager quelques images et explications fournies par l'agent de santé. Et puis ensuite aussi, il y avait le médicament qui était gratuit avec une collation qui était offerte pour aider à faciliter. Donc, ce sont les 3 points-là que nous pouvons retenir. La collaboration entre les ASC, les brochures et la nourriture et les médicaments qui étaient gratuits. Mais en termes de barrières, comme obstacle qu'on a pu noter au cours de ces groupes de discussion, il y avait la charge de travail parce que ça prenait beaucoup de temps pour les patients pour attendre avant d'être reçus. Mais il y avait aussi la motivation financière qui n'était pas octroyée aux agents de santé, donc ça pouvait réduire un peu leur motivation. Et puis aussi, certains facilitateurs, il y avait certains facteurs sociaux qui pouvaient constituer un peu des difficultés pour les femmes pour être à l'aise à discuter avec l'agent de santé. Ensuite, au niveau de la deuxième étape de la consultation de routine, après l'information, il était question de proposer, administrer les médicaments, c'est-à-dire le praziquantel. Et comme facilitateur, on avait ceux qui encourageaient les patients, c'était le traitement qui était gratuit. Il y avait aussi la fourniture de collations gratuites pour aider les patientes à prendre le médicament. Et d'autres facteurs aussi qui étaient des processus faciles à suivre. Donc, pour mesurer les patientes la dose correcte, il fallait utiliser des tout simplement qui étaient très faciles à comprendre pour les agents de santé. Donc, ce n'était pas des difficultés pour eux. Mais cependant, il y avait quand même des obstacles toujours à la différence des facteurs facilitateurs. C'était que le comprimé était gros ou de mauvais goût. Ils avaient aussi peur des effets secondaires parce qu'ils savaient que le praziquantel avait des effets secondaires chez les enfants d'âge scolaire lors des traitements de masse et aussi que les patients ne se sentaient pas malades a priori, donc c'était difficile pour elles d'accepter de prendre des médicaments dans un premier temps alors qu'aucun diagnostic n'avait été fait sur les personnes. Aussi, comme autre facteur qui pourrait rendre difficile le processus, c'était les collations parce qu'il fallait les approvisionner régulièrement alors que ces collations n'étaient pas forcément pérennes et pouvaient se détériorer par rapport à la conservation. Aussi, le processus prenait beaucoup de temps parce que la patiente devait attendre, recevoir la consultation, recevoir tous les services en termes d'information. Ensuite, il lui fallait aller manger, prendre le temps de manger, venir voir le médicament. Donc, c'était vraiment un long temps d'attente pour un patient qui rentrait dans le circuit de consultation. Au niveau de la toute dernière étape de la consultation de routine, c'est-à-dire c'est l'enregistrement des informations, il y avait un formulaire qui était très facile à utiliser et à comprendre par les agents de santé. Mais toujours est-il que le formulaire était détaché, il n'était pas intégré au formulaire de consultation de routine. Et donc, il prenait un peu plus de temps. Il fallait obtenir aussi un consentement des mineurs qui ne venaient pas toujours forcément avec des adultes, ils venaient tout seuls à l'hôpital. Alors, le deuxième type de processus qui avait été suivi par les agents de santé, c'était dans la communauté. Et là, il y avait différents niveaux. À la première étape, les agents de santé avaient mené des activités de diffusion et ils ont utilisé des guides illustrés à leur intention pour passer l'information, pour expliquer des informations sur la BGF aux femmes dans la communauté.
Et les ASC aussi pouvaient reconnaître les symptômes, mais ils devaient référer toutes les femmes qui présentaient des symptômes gynécaux au centre de santé. Ensuite aussi, comme troisième étape, les ASC ont compris comment contacter le centre de santé pour les femmes qui avaient développé quelques effets secondaires. Donc, pour toutes les femmes, il fallait contacter le centre de santé et aucune personne présente n'avait vécu cette situation. On n'a rencontré que très peu de cas ou pas du tout de cas d'effets secondaires durant toute l'étude. Alors ici, en dehors, après le processus d'intégration des différents services, on en arrive au deuxième objectif qui est de mesurer si cette intégration du traitement-là dans les différents de santé pouvait atteindre le plus de femmes. Alors donc ici, nous avons un tableau aussi qui nous présente un peu ici le nombre de personnes qui ont été traitées par centre de santé. C'était 7 centres de santé pour l'étude qui avait commencé de novembre jusqu'à novembre 2020 jusqu'en avril 2021. Donc, on avait ici au total 8000 centres de santé, environ 8500 patientes qui avaient reçu le traitement pour ces 6 mois pour l'ensemble des 7 centres de santé. Ensuite, quel était donc le profil selon les patientes des enquêtes? Alors donc, celles qui avaient le besoin des services de BGF, concernant surtout l'accès au praziquantel, on a donc 52,7%. 52% de femmes qui ont indiqué qu'elles ne pourraient pas accéder au praziquantel le même jour si elles en avaient besoin. Et aussi pour le deuxième point qui était le risque de transmission et d'exposition à la maladie, c'était surtout concernant l'utilisation des sources d'eau telles que les étangs et les rivières. Il y avait 14,3% des femmes ou 22% des femmes qui utilisaient ces sources d'eau-là. Et les raisons évoquées étaient qu'elles n'avaient pas le choix et que c'était la meilleure option disponible. Donc, il y avait une question de disponibilité en eau potable. Cependant, des entretiens avec des femmes ont indiqué que la pratique consistant à utiliser les sources d'eau était très courante. Donc, c'est rentré dans les habitudes. Même quand il y a l'eau courante qui est disponible, elles avaient toujours cette option-là et préféraient utiliser l'eau des étangs. Donc, c'était des attitudes qui favorisaient aussi la contamination. Alors, qu'en a-t-il des prestations de services de BGF selon les enquêtes des patientes? Les enquêtes des patientes qui ont eu lieu au cours de l'étude, c'était 3 types d'enquêtes. Il y avait les enquêtes de base, les enquêtes à mi-parcours et les enquêtes à la fin. Alors, ici, concernant les propositions de femmes pour lesquelles l'agent de santé avait discuté de la consultation pendant l'étude pilote, à la consultation de base, on avait déjà 448 femmes. À mi-parcours, on avait 551 femmes et à la fin, on avait 473 femmes. Et pour lesquelles les proportions de patientes qui avaient reçu les services, c'était 0 femmes avaient reçu des formations, puisque c'était la consultation de base. Mais juste après ça, au 3e mois et au 6e mois, on avait déjà 99,6% et 97,7% de femmes. Aussi, concernant des proportions de femmes à qui on avait offert le praziquantel, à la consultation de base, on n'en avait pas encore parce qu'il n'était pas encore question, puisqu'ils n'avaient pas encore reçu la formation. Mais à partir du 3e mois déjà et du 6e mois, on avait 99,6% et 99,3% de femmes. Et enfin, pour les proportions de femmes qui ont pris le praziquantel, parce que le deuxième, c'était proposer le praziquantel, mais ceux qui ont effectivement pris le praziquantel, donc on avait ici environ, on avait 96,3% et 89,5% qui avaient pris le praziquantel au 3e et au 6e mois. Alors, concernant la couverture des patients selon l'audit, puisqu'il y a eu un audit des régies de santé, et donc cette fois-ci, l'audit de santé a exclu 2 centres de santé, c'est-à-dire le CSU de Yabayo et le CSU Sage. Le SSU Sage de Soubré, parce qu'ils avaient mené des stratégies avancées qui n'étaient pas incluses dans le protocole, qui n'étaient pas prévues dans le protocole. Donc, on a seulement retenu que le CSU de Mayo et l'hôpital général. Et donc, le nombre total de patients selon les régies de santé était de 339 et 422 au niveau de l'hôpital général, mais le nombre total de formulaires d'enregistrement des patients était moins que ça, c'est-à-dire 219 et 199, parce qu'ils avaient déjà développé cela. Alors,
quelles sont les quelques considérations des agents de santé selon les entretiens semi-structurés qui ont eu lieu avec les agents de santé? Donc ici, on a retenu 3 points, c'est-à-dire fournir les services de BGF uniquement à travers les centres de santé n'atteindra pas toutes les femmes à risque, effectivement. Et donc, les femmes ont eu des difficultés à accéder aux centres de santé et certaines femmes ne se sentaient pas donc malades. Donc, on s'est dit que faire des stratégies avancées pourrait aider à atteindre le plus de femmes à risque. Alors, concernant aussi la population cible, on l'a trouvé selon les agents de santé qu'elle était trop étroite. Ça a été mentionné par donc 9 agents de santé. Et ils ont signalé qu'on devrait augmenter cette offre de soins-là à toutes les femmes en âge de procréer, c'est-à-dire de 15 à 49, de 15 à 40 ans. Les agents de santé aussi ne pouvaient pas fournir les services de BGF pendant toutes les consultations, car la charge du travail était importante et il y avait le défi de certains services. Par exemple, en gynéco ou à les services d'urgence, quand on reçoit une femme en travail ou en obstétrique, il est vraiment difficile de pouvoir lui proposer des services, même aux accompagnants. On en arrive maintenant au troisième objectif, qui était d'évaluer si la formation et les outils qui avaient été développés grâce à la conception participative amélioraient efficacement la sensibilisation à la BGF auprès des agents de santé et qui favorisaient le traitement préventif. Donc ici, on va plutôt voir tous les outils qui ont été développés pour voir dans quelle mesure est-ce que ces outils-là peuvent efficacement aider les agents de santé dans leur travail. Et donc, comme les sujets qui ont été développés au cours de ce troisième objectif-là, c'était de comprendre l'acceptabilité qui était perçue de la formation. C'était aussi d'évaluer si les enseignements tirés de la formation comprenaient aussi des connaissances actuelles sur des problèmes liés à la BGF. Et aussi voir si évaluer les changements de comportement résultant de la formation en ce qui concerne les pratiques prévues pour la BGF employée par les agents de santé. Et enfin, c'est de comparer les connaissances actuelles par rapport aux éléments évalués dans l'enquête post-formation. Donc ici, ça c'était pour mesurer un peu tous ces différents points-là que nous allons développer là, dans ces 4 objectifs-là. Alors, en ce qui concerne l'acceptabilité, c'est-à-dire la réaction de la formation, selon les entretiens qui ont eu lieu avec les agents de santé, on avait quand même une perception positive parce qu'ils ont trouvé que la formation était bien gérée, que tout était bien expliqué. La structure était bonne pour permettre au groupe de discussion et d'exercices pratiques et tout retour ont été abordés lors de la session retour. Donc, ça a pris en compte toutes les observations de base qu'ils avaient faites pour la formation en continu. Concernant les résultats perçus de la formation, ici, il était question de voir si la formation a amélioré les connaissances des agents de santé à la fin de la formation. C'est de voir si les agents de santé ont fait généralement confiance à la formation. Il y avait aussi une opinion différente sur la suffisance de la formation pour mener à bien les activités. Donc, certains considéraient que tous les sujets avaient été suffisamment couverts. D'autres auraient apprécié le plus de détails par rapport aux jours de formation. Concernant les connaissances acquises grâce à cette formation, pré- et post-formation, comme sujet, par exemple ici, qui avait été abordé, c'est les femmes devaient être infectées par la bilharziose pour développer la BGF. Et on voit ici qu'on a 70%, c'est-à-dire proportion qui avait répondu correctement et proportion qui a répondu correctement après la formation. Donc, on voit ici qu'après la formation, on a eu tous les participants qui avaient correctement répondu. Concernant aussi les symptômes de la BGF, à la fin de la formation, on a vu que tous les participants avaient répondu correctement. Donc, on a eu 100% de bonnes réponses. Concernant la transmission également, nous avons eu 100% de bonnes réponses. Aussi, pourquoi est-ce que le praziquantel est-il utilisé? Et on pense que si tout le monde a mentionné correctement. Concernant les effets secondaires également aussi, on a vu qu'après la formation, tous les participants ont eu 100% de bonnes réponses. Ça nous permet de montrer ici qu'il y a eu de bonnes pratiques, de bonnes connaissances qui ont été acquises grâce à la formation, dans la mesure où juste après la formation, tous les agents de santé avaient répondu correctement à toutes les réponses. Aussi, concernant la compréhension de l'utilisation du praziquantel, la dose recommandée par l'OMS était de 40 mg kg et seul le poids a été enregistré sur le formulaire. Celui-ci a été donc enregistré pour 390 des 1218 patientes, donc 20% des patients ont reçu la dose correcte en fonction de leur poids et du nombre de comprimés fournis. Ici, il y a eu quand même une compréhension un peu diversifiée parce que pour eux, il était question de
enregistré, je peux dire, les patients sur la base de la toise. Voilà, donc ils n'ont pas forcément utilisé la balance puisque la toise leur permettait de distribuer les médicaments. Alors donc, c'est un peu ce qui explique un peu cette présentation-là. Aussi, concernant les pratiques prévues après la formation, selon l'enquête post-formation, presque tous les agents de santé étaient au courant des sujets clés de BGF à diffuser et au moins 97% des agents de santé connaissaient les techniques pour mesurer la dose, quels étaient les effets secondaires et comment en prévenir. Cependant, les critères de traitement étaient un peu moins clairs. 97% mentionnaient la bonne tranche d'âge, 68% mentionnaient des femmes, les autres critères étaient inclus si le consentement était fourni, c'est-à-dire à 38%. Le patient n'était pas trop malade et la patiente n'était pas aussi également enceinte. Il faut noter aussi que 97% ont indiqué les informations correctes incluses dans le rapport. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir ici sur les pratiques prévues après la formation, bien évidemment quand on parle de l'évaluation post-formation. Alors, qu'en est-il des changements dans les connaissances et les pratiques envisagées depuis la formation? Selon toujours les entretiens semi-structurés avec les agents de santé, donc la connaissance de la BGF et du praticantel a été largement maintenue par les agents de santé. Donc, ils ont gardé le cap, ils ont gardé le niveau d'acquisition et les seules adaptations apportées au processus étaient soit pour surmonter les défis, soit pour augmenter le nombre de femmes touchées par les services. Donc, on fait allusion ici par rapport aux différents cas de stratégie avancées, pas en raison d'un manque de compréhension. Donc, ils avaient bien compris, mais ils ont juste fait des adaptations pour atteindre le plus de femmes à risque et ce qui a motivé la mise en œuvre des stratégies avancées. Alors, enfin, le dernier objectif, c'était d'évaluer si les agents de santé des différents services de santé qui ont été formés améliorent efficacement la sensibilisation pour les femmes à risque. Alors, donc, ici, on parle un peu des connaissances de base de la BGF chez les patients. Donc, il y a eu d'abord une enquête de base. Donc, les proportions de patientes ayant entendu parler de BGF étaient vraiment une proportion très infime, 2% au départ, sur le nombre de 448 patientes, connaissances de base. Ensuite, connaissance après avoir reçu les services. Donc, lorsque les patientes ont commencé à recevoir l'offre de soins de BGF, cela a un peu changé. Donc, ici, on a vu que toutes les patientes pouvaient nommer au moins un symptôme ou une complication de la BGF. Donc, on voit ici que au 3e mois, on avait près de 527 femmes et au 6e mois, 447 femmes. Donc, 98% des patients ont signifié maintenant connaître un peu le traitement préventif parce qu'elles ont reçu maintenant des informations au cours de la constatation des outils. Toujours concernant les connaissances après avoir reçu les services, selon les entretiens avec les patientes, presque toutes les femmes qui avaient été interviewées, c'est-à-dire 38 des 40, associent correctement le contact avec les sources d'eau et la défécation ou urinaire à l'extérieur qui étaient liées à la transmission de la BGF. Ici, 88% au 3e et au 6e mois qui disaient que ne pas se baigner ou se laver les vêtements dans les sources d'eau ont mentionné cette information-là. Qu'en est-il de la compréhension de la transmission? Selon toujours les entretiens avec les patientes, il y a une incompréhension du cycle de transmission. Ici, le contact direct avec l'urine peut transmettre la schisto, y compris le contact avec les installations sanitaires sales. Par exemple, il y a souvent aussi, je vous passe ici un peu le récit de certaines patientes, selon les entretiens semi-structurés, qui disaient que souvent aussi les WC, les douches où on s'en va, la femme qui est là, en tout cas quand elle prend beaucoup, donc c'est tout. Ça, c'était au niveau du SSU. Aussi, le fait d'avoir de l'eau sale en fait un risque de transmission, mais en réalité, les parasites peuvent se propager dans de l'eau propre. Par exemple, il ne faut pas aller te laver dans de l'eau sale. J'en fais des trucs, genre dans les choses sales, quoi. Ce qui fait, et puis à chaque fois tu fais quelque chose, c'est sale, et puis tu t'en vas laver de l'eau sale. Donc, tout ça ici permettait de transmettre un peu ici, un peu le comportement à risque et qui nous permettait de révéler un peu les situations de transmission. Donc, cela a été reporté par les entretiens de deux femmes qui nous faisaient un peu état de situation où on pouvait contracter la maladie. Alors, qu'en est-il de la perception sur l'efficacité des messages de prévention? Donc, ici, il y a 9 des 40 femmes qui ont été interviewées qui pensaient avoir utilisé toutes les mesures de prévention. Et quelles sont les barrières? Elles n'avaient pas la solution. Il y avait un manque alternatif pour l'utilisation des sources d'eau naturelles.
Même si les femmes vivaient en milieu urbain, elles ont déclaré se rendre régulièrement dans les zones rurales. L'utilisation récréative des sources d'eau est socialement aussi acceptée. Donc, du coup, on ne trouvait pas que tous les enfants qui se baignaient dans des sources d'eau pouvaient contracter la maladie. Parce que ici, voici un peu l'un des récits qui dit que parce que quand on quitte le village pour aller au champ, il faut boire de l'eau forcément sale, puisqu'on n'a pas d'autre solution. Si les assiettes sont beaucoup, tu dois durer, tes doigts vont rester longtemps dans de l'eau là, donc c'est un peu difficile. Alors, quels sont les quelques défis? Donc, on retient qu'il y a la charge de travail quand même des agents de santé, surtout aussi les formulaires qui ne sont pas intégrés dans les registres de consultation de routine font qu'on doit les imprimer. Donc, quand il y a rupture, c'est difficile d'assurer la continuité de l'offre de soins. Les centres de santé aussi n'avaient pas beaucoup de ressources. Par exemple, quelques doses de praziquantel et l'adaptation de praziquantel. Aussi, il faut retenir que l'impact à COVID-19 a fait que c'était un peu difficile par rapport à l'approvisionnement et tout ça. Et les consultations devaient avoir lieu à distance. Ça a aussi retardé le début des activités parce que juste au début de la mise en œuvre, il y avait une adaptation à faire par rapport à l'intégration de toutes les formations qui avaient été reçues. Donc, quelques défis, ça avait un peu rendu un peu difficile le démarrage de l'activité. Mais quels sont les succès quand même que nous avons pu enregistrer au cours de cette étude-là? Il n'y avait pas de service de routine avant cette étude. Et tous les processus ont été bien suivis par les agents de santé et les agents de santé communautaires. Les seules adaptations concernaient le fait de surmonter les défis de la charge du travail et d'atteindre le plus de femmes. La formation, comme succès aussi, a été d'abord très efficace. Les agents de santé ont été formés en octobre 2020 et en janvier 2021 et les enseignements ont dû être maintenus jusqu'à la fin de la période d'intégration, c'est-à-dire en fin avril. Toujours comme succès, on peut aussi noter que les services étaient perçus comme importants par les agents de santé et les patientes et c'est pourquoi les agents de santé ont mené des stratégies avancées. Toujours comme succès qu'on peut noter, c'est les services qui ont intégrés ont permis aux femmes d'être traitées de manière plus globale. Les ASC ont soutenu aussi ces services et faisaient le lien entre le centre de santé et la communauté. Les outils ont amélioré le maintien de la formation des agents de santé et ont soutenu la sensibilisation des femmes. On en veut pour preuve ici un peu tous les brochures des patientes et les brochures des agents de santé qui ont été utilisés au cours de l'étude. Alors, quelles sont donc les prochaines étapes? Donc, c'est un groupe de travail d'experts ont été formés pour continuer à développer la stratégie nationale contre la VGF et les membres comprennent donc la Direction générale de la santé, le programme MTN, le programme VIH, le programme de la santé maternelle et l'enfant, le système d'information sanitaire, quelques représentants des districts sanitaires. On a aussi le département de sociologie qui nous ont permis de mener toutes les enquêtes de base au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Donc, l'objectif est d'utiliser les résultats de l'étude pilote pour modifier la stratégie si nécessaire. Ensuite, la stratégie sera élargie pour recueillir plus de preuves avant la mise en œuvre au niveau national. Alors, donc, nous tenons à dire merci à UKAID pour cet appui-là qui a permis de développer cette étude-là et aussi pour NTDSCI pour avoir soutenu cette étude pilote et financée. Je vous remercie. Un grand merci pour non seulement avoir partagé avec nous ces résultats, mais aussi nous avoir vraiment éclairé sur les facilitateurs, les barrières et très important, le témoignage des femmes avec qui vous avez pu travailler. Donc, un très, très grand merci. Et je crois que se sont joints à nous dans l'audience vos collègues des centres de santé. Donc, j'espère pouvoir les inviter maintenant à se joindre à nous. Si vous m'entendez, Dr Khan, Dr Timid, je vais vous demander de peut-être venir prendre la parole, partager avec nous quelques-unes de vos expériences. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Très bien, ben, merci de vous joindre à nous. On vous entend très bien. Merci bien. Et donc, en suivant la présentation et ce qu'a partagé avec nous Dr Fouama, on avait quelques questions
à vous demander concernant la mise en œuvre. J'espère que vous voyez bien les questions affichées à l'écran. Oui, oui, je vois bien. Très bien. Et donc, pour commencer, pourriez-vous nous dire un petit peu plus, pourriez-vous décrire votre rôle dans l'étude d'intégration des services de BFG et les activités que vous avez menées? D'accord, merci bien. D'accord, il faut dire que dans un premier temps, notre rôle était d'abord de sensibiliser la population, parce qu'il faut dire que cette maladie était méconnue du grand public, c'est-à-dire de la grande population. Même chez les agents de santé, quelques agents de santé ne maîtrisaient pas trop cette maladie. Donc, comme ça, l'étude vraiment était la bienvenue. Et ensuite, après les sensibilisations, nous avons procédé à la dispensation aussi des praziquantel. Parler, voilà, de la dispensation. Et puis, parler aussi dans le même temps des effets secondaires du praziquantel. Et ensuite, nous avons organisé des stratégies avancées parce qu'il n'était pas facile pour toutes les populations d'avoir accès aux centres de santé. Donc, comme ça, nous avons organisé des stratégies avancées qui, dans les débuts, étaient un peu difficiles pour nous, compte tenu des moyens qu'on sort tout. Mais on a essayé de faire de notre mieux pour atteindre le plus grand nombre de populations pour pouvoir mieux porter la sensibilisation et la dispensation. Voilà. Ensuite, il y avait aussi cette question de collation. Il fallait aussi que les patients prenaient le praziquantel après un repas. Mais ce n'était pas évident. Cette histoire de repas n'était pas évident pour toutes les populations. À un moment, on nous disait qu'ils n'avaient pas encore mangé. En temps, ils devaient prendre sur place pour qu'on puisse savoir si les médicaments ont été pris. Voilà, donc c'était un peu ça le rôle un peu des agents de santé. Oui, oui. Très intéressant, merci beaucoup de partager tout ça avec vous. Juste une petite question parce que sur les deux comptes, le nom de Monsieur Timité est apparu. C'est bien avec vous que oui, l'on oui. parlait? C'est vous, d'accord. Je n'étais pas sûre si c'était Dr Khan. Donc, merci beaucoup à vous. Vous nous avez parlé beaucoup des défis et en effet, il y en avait plusieurs que vous avez surmontés de façon très ingénieuse. Et donc, je passe peut-être d'abord à la 5e question, c'est-à-dire qu'en se tournant un peu vers le futur, auriez-vous des suggestions sur la manière de surmonter ces défis ou peut-être ce sur quoi il faudrait se pencher plus particulièrement par la suite? Oui. D'accord, ok. Avant de répondre à la question, je suis avec mon médecin-chef, Dr Kané. Bonjour, Dr Kané. Oui, bonjour. On vous entend en arrière-plan. Bonjour. Ah, d'accord, bonjour. Si vous pouvez mettre la caméra, même une minute, comme ça on pourrait vous voir, mais c'est à vous de voir. Ouais, caméra. Bon, on ne va pas afficher la caméra, je ne sais pas. Non, c'est pas grave, c'est pas important. C'était juste pour vous dire bonjour. Ah, d'accord, merci. En fait, il faut dire que concernant le 5e point, en fait, la suggestion, comme on a, et voilà, en fonction de ce qui a été même dit déjà dans la présentation, la suggestion, en fait, quand nous menions l'activité, nous avons constaté que, en fait, puisque c'est d'abord quand on reçoit le patient, quand on reçoit la patiente, voilà, elle pose d'abord son premier problème pour lequel elle est venue, puisque en réalité, les femmes ne se déplacent pas pour ça, au fait. Elles viennent pour une pathologie, et quand on finit de prendre en charge cette pathologie, en ce moment, on leur parle de la BGF. Et donc, en ce sens, et donc, ça a allongé en fait le temps de consultation, parce qu'il faut prendre d'abord le premier problème, c'est ce qui a envoyé d'abord la dame, et ensuite passer maintenant au questionnaire et à la prise en charge
BGF. Donc, ça rendait le temps de consultation très long. Voilà, donc c'est de voir comme suggestion ce que moi j'allais proposer dans un premier temps, c'est d'abord d'essayer d'intégrer ça ça a été dit, dans nos consultations curatives, puisque c'est une activité très importante, de l'intégrer, de trouver dans le registre de consultation curative une page pour ça, parce qu'il faut remplir ton registre de consultation curative. Après, il faut prendre la fiche pour la renseigner, poser des questions. Ça fait 2 trucs pour le patient qu'on est en train de renseigner. Alors que si tout est sur le même support, ça nous revenait plus facile. C'était plus simple pour nous. Donc, d'abord, la première suggestion, c'est d'abord ça, intégrer dans nos consultations de routine, dans le registre de consultation curative. Ça, c'est la première suggestion que je souhaiterais faire. Et la deuxième suggestion, c'est que quelque chose nous mettait un peu mal à l'aise, c'est qu'il y a une partie des patientes qui sont là en train de bien manger, parce qu'on leur donnait d'abord à manger avant de prendre le comprimé. Et d'autres sont là voilà, au même moment, il y a d'autres sont là en train d'assister. Il dit, et notre pain, et notre sardine. Bon, j'avoue que il fallait leur dire, il fallait trouver les mots justes pour leur dire, non, bon, voilà, expliquer le contexte de la chose. Mais vu d'abord notre contrée, c'est quand même difficile à comprendre parce que généralement, quand les gens viennent à l'hôpital, ils viennent, pour la plupart, ils essaient de venir très tôt. Ils n'ont pas à manger, d'autres sont en train de manger à côté. Souvent, pour nous, c'était un peu compliqué. Il fallait aussi sensibiliser en même temps tout le monde pour dire que voilà la question. Et bon, je ne sais pas, normalement, je sais que dans le truc, voilà, normalement, il y avait une tranche d'âge qui était là. Voilà, la tranche d'âge qui était là, est-ce qu'il ne fallait pas voir si on pouvait un peu. Parce qu'il y a beaucoup ont un besoin de ça, mais qui ne rentrent pas dans la tranche d'âge de l'étude. Donc, c'était aussi de voir si on pouvait un peu élargir un peu la tranche d'âge parce que, comme le dit la BGF, voilà, toutes les femmes sont de façon d'emblée concernées. Voilà, donc c'était de voir si on pouvait élargir ça un peu à pratiquement toutes les femmes parce que c'est un problème commun et mon collaborateur disait tout à l'heure il disait tout à l'heure dans son intervention que c'est qu'est-ce que je veux dire que les femmes on a eu à faire des stratégies avancées. C'est vrai qu'on a eu à faire des stratégies avancées parce qu'en réalité, c'est des femmes qui sont elles sont à la maison. Elles ne voient pas le besoin de venir à l'hôpital pour ça. Parce qu'on leur donne le comprimé parce qu'elles se dit qu'elles ne se sentent pas malades. Elles ne se sentent pas malades. Donc, pourquoi se déplacer quand les ASC essaient de communiquer avec elles? Pourquoi se déplacer pour venir vers le centre? Donc, c'était à nous de partir vers eux. Alors, déjà, c'est la même équipe. C'est la même équipe qui est là. On a une même équipe qui est là pour. Il faut diviser l'équipe en deux. Une équipe qui va partir aujourd'hui. L'autre équipe est là. C'est une routine, la même équipe qui fait tout. Voilà, 24 heures sur 24. Et puis, une activité, le prestataire de santé qui a tendance à confondre cette pathologie-là aux infections génico-courantes. Voilà, j'avoue que c'était la bienvenue parce que on pensait que c'était des IST, voilà. On pensait que c'était des IST, des femmes qui venaient pour des problèmes. On mettait tout dans la même classe, dans la même tranche d'âge et dans le même tableau et on traitait comme IST. Et il a fallu cette étude pour qu'on puisse vraiment comprendre. Donc, moi, une des suggestions, c'est qu'on puisse étendre ça, pas seulement dans cette zone-là, étendre ça peut-être à toute la Côte d'Ivoire pour que nos collaborateurs et les femmes qui sont aussi dans ces zones-là puissent vraiment bénéficier de ce traitement-là, parce que c'est très important. Nous, on a vu l'impact dans notre zone, en tout cas, qui est la région de la Nawa, précisément à Soubé. Bon, je ne sais pas si... Oui, excusez-moi, je voulais un peu m'attarder sur la stratégie avancée. Oui. Parce qu'elle est très importante. Oui, on va terminer sur ça. Voilà, la stratégie dans notre système de santé, elle est très importante. Donc, quand on parle de stratégie avancée aussi, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Il faut dire qu'on doit se déplacer avec du carburant. Bon, il y a tout ça. Et puis, il y a la collation, tout ça qui doit s'ajouter. Donc, vraiment, ça, c'est un défi aussi qu'on doit essayer de surmonter, au fait. Écoutez, votre métier, c'est un art, en fait,
gérer vos patientes et avec toutes ces considérations très importantes que vous nous avez expliquées, vraiment au sein des cliniques, au sein des centres de santé. Donc, je vous remercie énormément. J'imagine qu'il y aura encore beaucoup de questions. On n'a pas eu le temps de vraiment aller dans le détail de chaque question, mais ça, votre intervention, Dr Khan, Monsieur Timité, ainsi que vous, Dr Kwama, ça nous a été très, très utile et c'est très important. Et notre session, on n'a pas assez de temps, en fait, on n'a jamais assez de temps pour ce problème et ces efforts qui sont un peu qui gagnent du terrain, qui s'accélèrent, mais donc on voudrait passer beaucoup plus de temps. Mais peut-être pour conclure cette session, je souhaiterais demander à tous nos participants, Dr Kwama, Ashley, Dr Khan, Timité, peut-être en pensant un petit peu plus largement, donc au niveau national peut-être, ou même dans d'autres pays qui pourraient adopter toutes ces leçons que vous avez partagées avec nous. Quelles sont, à votre avis, les étapes importantes dans la lutte contre la BFG, pardon, et qu'est-ce que vous souhaiterez voir, qu'est-ce qui, dans un monde idéal, faciliterait votre travail? Peut-être, je peux commencer avec vous, Dr Khan, Monsieur Timité. Les prochaines étapes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, en fait, pour les prochaines étapes, on souhaiterait qu'on mette plus l'accent sur la sensibilisation, parce qu'elle est très importante. Il faut beaucoup sensibiliser et toujours sensibiliser. Et puis, rendre disponibles les médicaments, c'est aussi important. Il faut rendre disponibles les médicaments et puis, si possible, les moyens pour pouvoir se déplacer pour avoir le plus grand nombre de populations et vraiment avec tout ce qui accompagne, avec le moyen de déplacement, tout ça. D'accord, merci beaucoup. Je pense que moi, quand je prends la réalité de là où nous sommes, notre contrée, il faut dire que 70% de nos patients sont dans des zones très reculées. 70% de nos patients sont dans des zones très reculées. On a des problèmes, voilà, ils ont difficilement accès au centre de santé. Et comme tout autre, quand je prends l'exemple sur la campagne de vaccination de routine, nous avons des stratégies avancées tous les mois pour avoir accès à cette population qui ne peut pas, en fait, rapprocher l'offre de la population. En fait, c'est ce que moi, j'aurais souhaité personnellement, qu'on mette plus l'accent au fait que nous, on aille vers la population. Parce que, voilà, ça sera très important pour nous. On le fait déjà avec le programme, avec la campagne de vaccination. Les campagnes de vaccination, c'est nous qui partons plus vers la population qui ne peut pas venir vers nous. Donc, j'aurais souhaité aussi qu'on voit un peu dans ce sens-là, comment l'agent de santé peut aller vers la population pour que ceux qui sont dans ces contrées-là puissent vraiment bénéficier. Parce que ce qu'on a remarqué, quand on a arrêté, il y a beaucoup qui ont entendu parler de ça et qui sont venus après, on est venu, bon, on ne se sent pas bien, on nous a dit, il y a un projet ici où il y a des médicaments par rapport aux problèmes de femmes. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Bon, alors que quand on a essayé de contacter les uns et les autres, le projet était déjà arrêté. Voilà, donc pour dire que le besoin est encore là, et puis voilà. Donc, vraiment, ça, c'est mon souhait en tout cas, qu'on aille vers la population et qu'on intègre ça dans les trucs de routine. C'est une considération pratique très, très importante. Donc, je vous remercie énormément. Vous nous avez vraiment éclairé sur ce sujet. Merci de votre temps aujourd'hui de vous être joint à nous. Je vais maintenant passer à Dr Kwama pour la même question, pour amener cette session à sa fin. Merci Marianne et bonjour à tous. Encore merci à Dr Kane et M. Timité. Je vais peut-être vous les représenter en quelques secondes. Ils sont issus du centre de santé de Yabayo, l'un des 7 centres de santé dans lesquels a été implémentée l'étude pilote. Et c'est l'un des 4 centres de santé dans lesquels toutes les enquêtes ont eu lieu et j'ai vraiment senti leur implication véritable dans la mise en œuvre de cette étude pilote parce qu'ils avaient un centre de santé complet
qui menaient presque toutes les activités de lutte, que ce soit de la prévention, de la consultation curative, où on pouvait implémenter. Et ils ont quand même mis un peu de beaucoup plus de volonté même que les moyens qui étaient mis à leur disposition pour mener cette enquête-là. Donc, je leur dis vraiment merci. Alors, donc, pour moi ici, comme je le dis, hein, l'étude pilote a été une occasion pour nous de parler d'une question innovante. Vous savez qu'on l'a même vu hein, dans tous les documents de base, la bilharziose génitale féminine n'est pas connue du grand public. La plupart des agents de santé n'ont pas reçu cette formation dans leur cursus de formation de base. Donc, ça a été vraiment une occasion pour porter le message à la population. Il faut savoir que le district sanitaire de Soubré, qui a été sélectionné, est un district hautement endémique à la bilharziose parce qu'il est vraiment couvert de sources d'eau, de marécages et autres. Et donc, les activités de l'agriculture s'y mènent assez régulièrement dans presque toute la zone. Donc, du coup, le district a autour de 50 centres de santé. Il n'y a que 7 qui ont été sélectionnés pour l'étude pilote. Donc, vous voyez même un peu, à peine peut-être le 10e, je peux le dire, du district qui ont quand même pu mener cette activité-là. Donc, pour nous ici, les 7 centres de santé nous ont permis de former quand même autour de 56 agents de santé. Et ils ont même témoigné d'eux-mêmes hein, que dès lors qu'ils ont reçu la formation pour la BGF et qu'ils ont commencé à l'intégrer dans les activités de routine, juste par la prévention en donnant du praziquantel, beaucoup de patients ont témoigné que beaucoup de symptômes gynécologiques qu'ils ont présentés ont disparu. Donc, c'était vraiment édifiant et c'était souhaitable qu'il soit étendu, soit à l'ensemble du district pour trouver d'autres stratégies et autres pour pouvoir atteindre cette cible-là. Donc, nous disons merci quand même à tous les partenaires qui ont permis en tout cas l'implémentation de cette étude pilote pour laquelle nous avons partagé ces résultats-là et espérer que peut-être la suite nous permette de développer encore d'autres stratégies pour atteindre de plus de cibles. Ce serait l'occasion pour moi, en tout cas, de lancer un plaidoyer hein, pour la suite, bien évidemment. Mais en tout cas, merci à vous tous hein, qui avez contribué à tous les niveaux, à Ashley particulièrement, qui nous a aidés sur le plan technique à tous les niveaux pour pouvoir développer cette étude pilote qui a montré ces résultats que nous avons partagés avec vous. Merci bien. Merci, et ça c'est très important. Donc peut-être pour la suite, plus de soutien pour vos collègues qui ont vraiment réussi à faire cette formation un très grand succès. Donc ça c'est une bonne pensée pour conclure la session. Pour la dernière minute et quelques, je repasse à l'anglais alors pour demander à Ashley. So Ashley, what would be your final thoughts and perhaps some of the most important things that could be done to ensure next steps in the understanding and the control of FGS are successful? Thank you very much, Marianne, and thank you as well to Dr. Kwame, Monsieur Timothy and Dr. Kane for their time and their interesting inputs today. For us, for the SCI Foundation, I'd really like to support all of the points that were made in terms of what the important next steps are in terms of continuing the sensitization of the community, because that is a real issue, not just in Côte d'Ivoire, but globally, there's really low awareness. And also continuing the expansion of from these 7 health centres and building on that really useful results, and also all of the feedback on the challenges that were found in terms of the workload and the time taken for to fill in the forms. That's all really helpful to then take forward into the next steps to make sure that the integration between services is really smooth, to continue providing that holistic approach for women, so that when they reach the health centre, they can receive services for all of their health needs. So for me, that's really the most important, to sort of continue taking that forward. Wonderful. Well, thank you very much. And 60 minutes, or in fact, a few more than that, have just flown by. We haven't had a chance to cover all the questions, particularly Ghislaine Agondowi and Martin Omedo. We didn't get around to your questions, but particularly Martin's question that's going to look at the broader integration of
the diagnosis of FGS as part of a wider women's health service, for example, cervical cancer screening. Those are some of the touch points that we will be looking at in much more detail in next week's session, which will really be looking at the urgency, but also the practicalities and the practical barriers into integrating FGS into wider women's health. So I do apologize, we haven't had a chance to look at that specifically, but hopefully next week we will have a lot longer to delve into that. So before we come to a close, I just again would like to echo Ashley's words and Dr. Kwame's words to thank all of those who were involved in this really fascinating survey. Lots of lessons learned and lots of findings that can be really transposed to other areas and even other countries. So a hugely interesting session. Thank you to all who spoke, and thank you to everyone who has tuned in. We look forward to seeing you roughly this time next week for part 2 of this series. And now I'll just hop over back to French. Simplement pour conclure en français. Donc à vous, Dr. Kwame, à vous, Dr. Kane, Monsieur Timité, et ainsi que tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Un très, très grand merci. Et j'espère qu'on pourra avoir l'occasion d'entendre la suite de vos projets, de vos travaux très, très bientôt. Mais en attendant, enchantée d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui. Merci encore et à très bientôt. Merci à tous.